Sur la ligne, épisode 12. Nicolas Richard, bienvenue à ce Monsieur Regimbald, mes hommages. Déjà 2 mois de podcast, 3 mois de podcast en fait. Trois mois. À 4 semaines par mois ou à peu près, pas loin de 3 mois de podcast. Beaucoup d'actions dans le monde sonné. Ça va bien, toi? Ça va hyper bien. Puis je tiens à souligner en 3 mois là, le nombre de joueurs et de joueurs qu'on a mis sur la map. C'est hallucinant. Tout ça grâce à nous, hein? Tout ça grâce à ce magnifique podcast. On n'a pas d'invité aujourd'hui. On va parler de Rome. On va parler de Shapovalov, évidemment, qui a des beaux résultats. On vient sur le dernier tournoi. On va parler de Ginny aussi. Épisode un peu plus court aujourd'hui parce qu'on va faire un épisode prédiction Roland-Garros dans la même semaine. Alors, on fait comme 2 épisodes pour un dans la même semaine ou à peu près, là. Alors, Nico? Oui, la question traditionnelle? Je l'attends. Es-tu prêt? Je suis prêt. Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale, disponible sur YouTube de Tennis Canada, le site de la Coupe Rogers. C'est également disponible sur Spotify, Balado Québec et SoundCloud pour l'instant. C'est pas sûr que ça va rester là à long terme. On verra. Nico, on capote un peu cette semaine parce que on a eu une bonne nouvelle. Shapovalov est maintenant dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'ATP. Ses performances au US Open et ses performances à Rome lui ont permis d'être le 2e Canadien d'histoire après Milos Raonic à passer le top 10. C'est un bel accomplissement. Ben absolument. Puis je me demandais, Alex, si c'était ton cas, est-ce que lorsque tu regardes Shapovalov qui perce le top 10, non seulement ça, quand tu regardes la manière dont il joue et ses résultats, est-ce que tu te pinces ou pour toi c'est rendu banal? Parce que je réponds pour moi, là, je me pince encore parce que je trouve ça phénoménal que le Canada, il n'y a pas si longtemps, on n'était pas dans les puissances, là, ait 2 gars dans le top 10. Ben non, en fait, un gars dans le top 10, 3 gars dans le top 20, moi je me pince encore, à chaque fois. Ben, on s'y attendait. Je te dirais qu'on s'y attendait depuis déjà un petit bout. On savait que cette génération-là allait être bonne. Cela dit, il y en a plein de beaux espoirs, des fois, qui n'arrivent pas à maturité. Tu sais. Va voir le tableau des filles, par exemple, ça peut être gars aussi, là, tu sais, qui ont été numéro 1 mondial chez les juniors et qui n'ont pas été proches de faire un top 10. Tu sais. Alors, cette génération-là, on l'attendait. Mais elle a livré, tu sais, jusqu'à... Puis elle a livré à un jeune âge. Alors, tu sais, les choses sont encore... l'avenir est encore très rose pour le tennis canadien, autant du côté masculin que du côté féminin. Shapovalov qui a atteint le top 10, on y croyait depuis un bout. Tu sais, c'est quand même un gars qui a remporté Wimbledon Junior, c'est quand même un gars qui a remporté la Coupe Davis chez les juniors. C'est un gars qui a battu Nadal à un très jeune âge. Bien sûr, mais on l'attendait, mais de le faire, puis que ça dure, moi, c'est ça qui me renverse à chaque fois. Ah, ben là, ce que tu dis, c'est ça qui est important. Atteindre le top 10, c'est une chose. Y rester, c'est une autre. Par-exemple, à Eugénie Bouchard. Tu sais. Ben oui, mais tu sais, n'en demeure pas moins que Shapovalov, à chaque fois qu'il met les pieds sur le terrain, il a une chance de gagner. C'est aussi le cas pour Félix, c'est aussi le cas pour Bianca, ce sera bientôt le cas pour Layla. Et ça me rend fébrile à chaque fois, puis j'en reviens pas encore. Peut-être c'est ma faculté d'émerveillement qui ne s'estompe pas, mais quand même, n'en demeure pas moins que je suis heureux, puis à chaque fois, ben, j'ai le sourire lorsque je vois un Canadien qui connaît du succès, puis à un haut niveau, là, parce que je veux dire, à Rome, là, si c'était pas d'une ou deux mauvaises frappes de Shapovalov au prix d'égalité, là, il se retrouve en finale contre Djokovic. Là. C'est un gros tournoi à Rome, le mine de rien, une énorme préparation pour ce qui s'en vient à Roland-Garros. Là. Ouais, ben même, il avait le bris dans le dernier set. Oui, il a servi pour le match. Il l'a échappé, ce match-là, Shapovalov. Tu sais, et ça en est fallu peu pour qu'on le voit atteindre la finale et jouer contre Djokovic. Et Djokovic, lui, il a gagné assez facilement en finale, mais peut-être que le résultat aurait été différent s'il avait affronté un Shapovalov, qui sait.
Et je pense que Shapovalov, ce qu'il a à craindre, comme disait Paul Rivard il y a quelques semaines au balado, c'est lui-même. S'il y a quelqu'un qui peut battre Shapovalov plus que n'importe qui, c'est Shapovalov. Et on l'a vu notamment lorsque c'était 5-5 au dernier set. Il y a eu une petite escarmouche avec l'officiel. Bon, est-ce que la balle est en jeu ou non? Là n'est pas le débat. Je me demande si Shapovalov ne s'est pas lui-même sorti de sa partie à ce moment-là. Lorsqu'il est un peu sorti de ses gonds, lorsque la frustration est montée, je me demande si c'est pas là que ça a craqué pour lui, parce que c'est à partir de ce moment-là que Schwartzman a vraiment pris le dessus. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on va le réinviter, Paul Rivard, parce qu'il m'a soumis une idée de sujet qui est très intéressante et il veut venir en parler avec nous autres, puis je te le dis, on va le revoir pour ça. Là. Tu sais, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas de Hawkeye sur terre battue encore. Ben oui, parce que j'en parlais avec mon père lorsqu'on regardait justement à Rome, puis même aussi à Génie à Istanbul. On est en 2020 avec tout le progrès technologique et tous les moyens dont on dispose. C'est un non-sens qu'il n'y ait pas de reprise vidéo allouée pour les parties sur terre battue. On n'est pas au Moyen-Âge pour aller voir est-ce qu'il y a une trace, bon, ça touche à la ligne, non, oui, peut-être. On a la technologie pour. Utilisons-la. On en a besoin aujourd'hui. Ça se joue tellement à un fil. Les montants sont tellement plus élevés. Pour moi, il n'y a aucune raison que. Oui, tu le sais, là, je suis un puriste, puis je veux que la partie reste le plus traditionnel possible, mais n'en demeure pas moins que il y a des parties qui jouent, puis il y a peut-être des tournois qui vont se jouer avec ce genre de non-sens. Là. Ben, je suis d'accord avec toi, puis on brûlera pas trop le sujet parce que je sais que Paul en a long à dire, puis regarde, je l'annonce tout de suite, il va revenir. D'ailleurs, Paul et Valérie qui ont été très bons. Hugues a été excellent la semaine passée aussi. On m'en a parlé du podcast, là. Il a été très bon. Et d'ailleurs, la semaine passée était l'épisode le plus écouté. Ça monte en flèche, Nico, notre podcast. Et puis, ben, ouais, Shapovalov, il a perdu en demi-finale, il a échappé ce match-là, puis ben, Novak a été Novak. Novak a été Novak, puis j'ai hâte qu'on fasse l'émission spéciale Roland Garros parce que j'aimerais me rétracter par rapport à ce que je disais la semaine dernière, où dans ma tête, c'était une évidence même que Nadal était le favori, que c'est lui qui allait encore remporter le titre à Roland Garros, sans dire qu'il n'y parviendra pas. Je pense que ce sera plus difficile que ce que j'aurais cru, notamment parce que Djokovic joue extrêmement bien depuis le retour, on l'a vu. Au US Open, il a été sorti à cause d'une mésaventure avec l'officiel, mais n'en demeure pas moins que qui sait ce qui serait arrivé s'il avait pu aller jusqu'au bout. Dominic Thiem, tu l'as dit, c'est ton joueur pour Roland Garros, c'est ton choix. Excellent choix aussi. Puis Nadal aussi, avec ce qu'on a vu de lui à Rome, c'est pas ce qu'il y a de plus convaincant non plus. Je me demande s'il n'aurait pas aimé mieux jouer à un niveau plus compétitif plus tôt avant justement Roland Garros. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, ce sera un tournoi plus relevé que je l'aurais cru. Ouais, ça va être très relevé. Puis moi, après le premier match de Nadal dans ce tournoi-là, je me suis dit, OK, il est là. Et tu bats Carreno Busta 6-1, 6-1. Un Espagnol sur terre battue qui joue très bien d'ailleurs, là, qui a bien fait à Cincinnati, qui a bien fait au US Open. Je me suis dit, tassez-vous de là. Nadal s'en va jusqu'au bout. Après ce match-là, j'étais convaincu que Nadal était pour aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas. C'est Schwartzman qui a fait qui a eu le meilleur dans ce match-là. Mais il faut dire aussi Schwartzman, là, qui est tout un joueur de terre battue. Là. Ce gars-là est né pour se battre jusqu'à la fin. Puis ça apparaît aussi contre Shapovalov. C'est pas un vilain joueur, là, Schwartzman. Ouais, je disais à la radio cette semaine, c'est un petit viking, Schwartzman. Là, c'est un gars qui se bat. Puis, tu sais, les Argentins aussi, traditionnellement, grandissent aussi sur terre battue, tout comme les Espagnols souvent. Mais ouais, ça a été surprenant de voir Schwartzman battre Nadal quand même, parce que, bon... parce que c'est Nadal sur terre battue. Ouais, c'est ça. Tu peux jamais gager contre Nadal sur terre battue. Puis, tu sais, après l'US Open, on se disait la nouvelle génération, elle est arrivée avec les Zverev, Shapovalov, Félix, etc. Et c'est vrai, mais quand on regarde les résultats du dernier tournoi,
l'autre génération, elle n'est pas encore partie. Non, Il faut loin de garder là ça aussi, en il ne va tête. pas laisser sa place, là, parce que, tu sais, Nadal, c'est un joueur qui a été ennuyé avec les blessures de plus en plus au cours des dernières années. Donc, sans dire qu'il est près de la fin, on ne sait jamais s'il en est à son dernier Roland-Garros, parce que, bon, blessure au genou, blessure au dos, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Regarde Federer. Donc, je pense que Nadal va profiter de ce tournoi-là pour, encore une fois, inscrire sa marque. Mais comme je le dis, je pense que ce sera plus ardu que prévu avec les Djokovic, avec les teams et peut-être des surprises comme Shapovalov, comme Tsitsipas, bon, on les connaît. Ce sera un excitant tournoi, celui de Roland-Garros. Ouais, pour Djokovic, ben, c'est un 36e titre Masters 1000. Il n'y a personne qui a fait mieux, pas Nadal, pas Federer. Bon, c'est sûr que Nadal, il est tout près. S'il fallait qu'il gagne un autre Masters 1000, il l'égalerait. Mais Novak Djokovic qui prend la tête seul du premier rang au titre des Masters 1000. Puis Nadal et Djokovic qui sont un peu éloignés là, de Federer. Federer est à 28. On parle de 35 pour Nadal et 36 pour Novak Djokovic. Mais Federer, c'est plus les tournois majeurs là, où il domine. Là. Mais toi, parce que là, on regarde le tableau, Djokovic, Nadal, si je te lance une balle courbe, là, puis je te demande, toi, en rétrospective, là, quand tu vois tes petits-enfants, mettons, là, qui était le meilleur en Djokovic et Nadal? T'sais, supposons que, en tout cas, je prends en considération que Federer, c'est le premier. Là. Qui est ton deuxième du top 3? C'est peut-être encore trop tôt pour prendre cette décision-là. Tu sais, ce qui est difficile à évaluer avec Nadal, c'est que il y a plus de tournois sur terre battue, OK, que la saison de terre battue, elle est pas mal plus longue que mettons, la saison sur gazon, qui est vraiment très courte. Puis, bon, il a gagné l'essentiel de ses majeurs à Roland-Garros, alors que c'est plus varié dans le cas de Novak, puis dans le cas de Federer également. Alors, tu sais, c'est même pas exclu que dans 5 ans, on dise que Novak est le meilleur de tous les temps, de toute façon. Aussi. Ça va dépendre de comment ça va aller. Alors, pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour répondre à cette question-là. Puis, tu sais, c'est pas exclu que dans 5 ans, on dise aussi que Nadal est le plus grand de tous les temps. Tu sais, si dépasse Federer pour les titres Grand Chelem, puis que supposons qu'il gagne Roland-Garros cette année, il va gagner l'Australie, puis il gagne après ça Wimbledon l'année prochaine. Je dis n'importe quoi, mais bon, une fois qu'il a dépassé Federer, est-ce qu'il est le plus grand? Ça se discute. Tu sais. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on vit un certain âge d'or dans le monde du tennis, puis c'est le fun de voir 3 géants être aussi compétitifs pendant aussi longtemps. Ouais. Et en parlant on a parlé de Rome, évidemment, le volet masculin, puis avec évidemment Roland-Garros qui s'en vient, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut aussi parler de Simona Halep qui l'a emporté à Rome? Mais tu sais, Halep, là, j'en ai parlé précédemment dans les semaines antérieures. Je trouve que c'est tellement une joueuse pas sous-estimée, mais je me demande si on prend vraiment la pleine valeur de cette joueuse-là. Parce que, tu sais, sur terre battue, elle est incroyable. Roland-Garros, elle a un titre en 2018. La finale, l'année d'avant, c'est une joueuse qui passe sous le radar. Malgré les titres, malgré sa domination, je trouve que c'est une fille dont on ne parle pas assez. Oui, on parle des Williams, bien sûr, mais Halep, c'est une fille qui a remarqué sa génération. Puis encore là, moi, c'est ma favorite pour Roland-Garros. Ben, tu sais, on en a déjà parlé. Moi, je suis pas d'accord avec toi que c'est une joueuse qui est sous-estimée, qui passe sous le radar. C'est quand même une fille qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné des grands chelems. Oui, bien sûr, mais je pense que lorsqu'on sort disons, de la planète tennis, là, les Williams, les Nadal, c'est du monde qu'on connaît, mais je trouve que Halep, dans la planète sportive, n'est pas assez reconnue parce que, tu sais, elle a dominé Halep, puis elle domine encore. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux dire, elle n'est pas reconnue? Je suis pas c'est parce que lorsqu'on pense aux grandes joueuses du tennis, là, on pense à Williams, on pense à Sharapova, mais je trouve que Halep n'est pas assez dans les discussions. Je me demande si les gens qui ne sont pas impliqués dans la planète tennis se rendent compte à quel point il y a une athlète, une Roumaine, qui domine son sport, et elle s'appelle Simona Halep. Comprends ce que je veux dire? C'est une fille un peu plus peut-être réservée que des Sharapova ou aussi. que des... mais tu vas me dire Naomi Osaka aussi, puis elle a l'exposure qu'elle mérite. C'est la preuve, c'est la fille, c'est la femme avec le plus de... de gains monétaire. Exact.
Tu sais, Alep, je trouve ça beau l'avoir joué, puis c'est un privilège d'avoir joué cette fille-là, parce que dans quelques années, on pourra dire que on l'aura vu jouer, puis que c'est un privilège de l'avoir joué, parce qu'elle est incroyable d'avoir joué Simone Alep. Oui, exact. Ben, écoute, puis son titre tout à fait mérité, puis elle va certainement être à surveiller à Roland-Garros. Elle part comme l'une des favorites. Ben oui, je pense qu'elle part comme étant la favorite. Là. Sur terre battue, c'est la fille que tu ne veux pas affronter. Là. Non, exact. Nico, avant qu'on passe à Ginny, il y a un petit sujet que je veux aborder. Tu vas me voir venir. Là. On a annoncé cette semaine que t'as raison. La Fed Cup change de nom. Oui. Et ça va devenir la Billie Jean Cup. Et c'est un honneur qui est, quant à moi, bien mérité. Puis je vais te dire pourquoi. Moi, je pense que Billie Jean King, puis prends ça en note, là. Prends ça en note. Billie Jean King est l'athlète la plus importante, tout sport confondu, pour ce qu'elle a fait sur et à l'extérieur du terrain. Tu peux me parler de Michael Jordan, tu peux me parler de LeBron James, tu peux me parler de qui tu veux. Billie Jean King vient avant. OK, toi, tu parles overall, le gars-fille. Gars-fille, tout sport confondu. Billie Jean King est l'athlète la plus importante de tous les temps. Nico, cette fille-là, ce qu'elle a fait dans le contexte dans lequel elle l'a fait, c'est une femme homosexuelle dans un monde d'hommes qui a mis son pied à terre et qui a dit on veut une plus grande équité. Puis aujourd'hui, c'est quoi le sport féminin qui est le plus payant? Le tennis. Ben, avec raison, c'est dur de t'obstiner là-dessus. Là. C'est une grande. Puis juste, on vous conseille, ça fait 2 fois qu'on le dit, mais le film La bataille des sexes, là, lorsqu'elle a affronté, j'oublie son nom. Tu parles de Bobby. Oui, lui, là. Enfin, la bataille des sexes explique extrêmement bien le contexte dans lequel sa carrière s'inscrit, son volet sportif aussi, mais son volet social dans lequel elle a été impliquée. Puis encore aujourd'hui, le Billie Jean King, là, pour ceux qui ont Twitter, là, c'est une dame qui est extrêmement active. Elle est à jour sur ce qui se passe sur la planète tennis. Elle n'est pas passée date. Au contraire, puis je suis heureux que la WTA et l'ATP reconnaissent sa grande valeur encore au sport. Là. Puis regarde, pour ajouter à l'argumentaire que j'ai, là, ce qu'elle a fait dans le monde du tennis, Nico, il n'y a personne qui peut matcher ça dans n'importe quel autre sport. Comme je dis, dans le contexte dans lequel elle a fait. Puis les résultats aujourd'hui, ils sont probants. Regarde, dans le top 10 des femmes les plus payées, Osaka, 1, l'année passée. Serena Williams, Ashley Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Garbiñe Muguruza, Svitolina, Kenin, Kerber, 9 sur le top 10 sont des joueuses de tennis. Et ça là, ce que tu vois là, c'est en grande partie grâce à une femme comme Billie Jean King qui a dit « c'est assez, vous organiserez votre propre grand chelem sans le top 10 mondial féminin, puis vous irez après ça dire que c'est un grand chelem, il n'y a personne qui va vous prendre au sérieux. » Ce qu'elle a fait, le contexte dans lequel elle l'a fait, c'est phénoménal. C'est incroyable. Puis je regardais la liste pour une chronique radio que j'ai fait plus tôt cette semaine. Puis, Nico, sais-tu combien il y a de joueuses qui ont atteint le $1 million en bourse seulement dans l'histoire de la WTA? Ça doit pas être... En vrai, je vais lancer un chiffre, mais je veux pas... 10? Hey, Nico. 15? Qui a atteint le $1 million en bourse. Ouais, mais en carrière? En carrière. En carrière. Tu dois pas en avoir tant que ça. Nico, juste le top 50, il doit être pas loin d'être millionnaire là, en bource. OK, oui, dans cette optique-là. OK, oui, je comprends. OK, je comprends. Ben, d'abord, ça doit être, on va dire 100. Ce qui est quand même un chiffre tout à fait raisonnable quand on y pense, Nico, mais regarde, je vais le faire avec toi. OK? Tu vois la liste ici, là? En haut, au total, au sommet, 93 millions pour Serena Williams en bourse. OK? Et ça, on parle juste en bourse. Au deuxième, c'est 41 millions pour Venus Sharapova. Mais on va descendre un peu plus loin. OK?
Ils sont toutes millionnaires. Les filles qu'on voit sont toutes millionnaires. Tous millionnaires. OK, tu disais 100 filles. Au 100e rang, tu as Anastasia Miskina avec 5 millions de dollars en bourse. Est-ce qu'on continue de descendre? On va continuer de descendre, Nico. 100, allons à 200 pour le fun. OK? Bon, 200, Alexandra Krunic, une Serbe, 2 millions de dollars en bourse. On va continuer de descendre, Nico. On va aller pour le fun au 300. Jelena Kostanic, 1,5 million. On va continuer de descendre. Regarde, pour le fun, on va aller à 400. 1,1 million ou à peu près. 400. On se rend jusqu'à 423 pour atteindre 1 million de dollars. Et puis, dans les 900 000, tu en as beaucoup. Alors, tu as tout près de 500 joueuses qui ont atteint le million de dollars juste en bourse. Je ne te parle même pas de comment dire. Fou, hein? Tu vas me dire, Alex, OK, mais c'est vrai, mais les joueurs de tennis ont des dépenses, mettons, que les joueurs de la WNBA n'ont pas. C'est-à-dire que les autres, il faut qu'ils se payent des coachs, il faut qu'ils se payent. Tu auras raison qu'il faut déduire cette dépense-là de ça. Mais le montant, quand tu as presque 500 joueuses qui ont atteint le million de dollars, les résultats de ce que Billie Jean King a mis sur place au moment où elle l'a fait, je te dis, amène-moi n'importe quel athlète, là, ça bat pas ça à cause du contexte dans lequel elle l'a fait. Puis aujourd'hui, regarde, tu le vois, le tableau des femmes dans le top 10 des femmes les plus payées l'année passée, c'est 9 joueuses de tennis. C'est même pas comparable avec les autres sports. Alors, ouais, vas-y, je vais te laisser. Non, c'est correct, puis tu fais bien de mentionner tout ce que tu as dit, mais au-delà du montant cumulatif des joueurs, il y a aussi cette bataille-là qu'avait Billie Jean King de faire valoir les dames, non seulement d'améliorer leur sort, mais de les rendre égales aux hommes. Puis aujourd'hui, on voit que, par exemple, la bourse au US Open est égale pour les hommes et pour les femmes. Donc ça, c'est un progrès immense de mettre sur un même pied d'égalité les hommes et les dames, ce qui n'était pas le cas à l'époque où elles jouaient. Là. Ben non, c'était même pas proche. Tu sais. Non. Alors, c'est très, très bien mérité comme honneur pour la Fed Cup qui devient la Billie Jean Cup. Et je te dis, Nico, on pourra en débattre un jour si tu veux. Là. Je sais que je t'ai pris un peu au dépourvu avec cet argumentaire-là. J'essaie de chercher. Puis comme tu dis, évidemment, il y a Michael Jordan qui est une icône assez flagrante. Là. Mais c'est vrai qu'en y pensant, Billie Jean King, c'est à brûle pour point comme ça, c'est dur de voir qui d'autre. Puis surtout le contexte dans lequel elle l'a fait, tu sais. Alors, non, ça c'est... Puis, tu sais, dans le fond, la Fed Cup, ça devient comme un peu un sport d'équipe et on a annoncé que, aussi, en termes de changement, que la Fed Cup allait ressembler format de la Coupe Davis, c'est-à-dire que c'est un espèce de format Coupe du Monde là, où on va réunir toutes les équipes au même endroit pendant une certaine période de temps et on va jouer. Alors qu'à l'époque, tu jouais peut-être ton match de quart de finale au mois de novembre, après ça, tu allais jouer au mois de décembre ton match de demi-finale, tu avais la finale, je ne sais pas trop quand par après. Alors là, on va le faire. Trouves-tu que la récompense est assez méritée? Penses-tu que d'avoir une coupe à son nom, c'est assez? Ou on aurait dû mettre, je sais pas, un stade à son nom? Trouves-tu que c'est... Ben, elle l'a déjà parce que le Billie Jean King Center, c'est où est-ce que le US Open est joué. C'est-à-dire que le centre où le US Open se tient s'appelle le Billie Jean King Center. Alors, elle a déjà un centre à son nom. Puis, ben, est-ce que la coupe, c'est assez gros? Je le sais pas. Tu sais, qu'est-ce qui serait assez gros? Je pense que ce qui a découlé de sa récompense, d'une certaine manière, c'est de voir le top 9 des joueurs les athlètes les plus payés, ce sont des femmes. Ce sont des joueurs de tennis. Alors, il y a ça. Puis, on a déjà annoncé dans ce tournoi-là que les bourses vont être similaires à celles des hommes et ça va être la plus grande bourse pour un sport d'équipe du côté féminin. Alors, il a mentionné aussi que King semble avoir une belle complicité avec Bianca Andreescu. Je dis ça, je dis rien. Mais, sur Twitter, notamment, il y a beaucoup d'échanges entre les deux joueuses, puis je pense qu'une admire l'autre autant. Là. Elle est très respectée, puis elle est encore très impliquée dans le monde du tennis, puis j'aimerais ça l'avoir en entrevue. On va essayer de l'avoir au podcast. Je ne te dis pas que ça va être facile, là, mais mon ami, parce que... ce serait
ce serait d'interviewer l'athlète la plus importante de tous les temps. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, bravo à Billie Jean King. Moi, ça va ajouter de l'intérêt, je trouve, à la Fed Cup, qui a malheureusement des fois pas le crédit qu'elle devait avoir. Moi, j'ai vu certains des matchs les plus... Ben, c'est vrai pour la Coupe Davis aussi, en Amérique du Nord, particulièrement là, en Europe, c'est un peu différent. Mais bravo à Billie Jean King, puis bravo à la Fed Cup de se relever ainsi. Puis ça va rendre les choses intéressantes. Puis avec une équipe qui compte dans ses rangs Bianca Andreescu et Leila Fernandez et une Eugénie Bouchard en feu. Oui. Mais le Canada sera surveillé à la Billie Jean Cup. Voilà. Tu parles d'Eugénie. Exact. Évidemment que tu la suis sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps, du moins de souvenirs, que j'ai pas vu Eugénie aussi pétillante, aussi contente de jouer au tennis. On l'a vu avec des publications en français, s'il vous plaît, à Roland-Garros, sur Twitter, sur Instagram. Bon, vraiment, Eugénie, c'est un second souffle à sa carrière. Puis si elle peut continuer, puis si elle peut reprendre le goût de jouer au tennis, puis de gagner des matchs de tennis, ben tant mieux. Puis c'est un nouveau souffle, un nouveau vent qui souffle sur la carrière d'Eugénie. Puis tu sais, on en parlait au dernier podcast, puis j'ai des amis qui ont écouté le balado, puis qui m'en parlaient, puis qui disaient, oui, t'as raison, Eugénie, vraiment, on sent qu'elle est de retour, et elle est de retour différemment et pour le mieux. Ouais, puis écoute, ça augure bien, puis j'espère, là, j'y souhaite tout le meilleur du monde, Eugénie. Puis ça peut faire quelques tours à Roland-Garros, ben ce sera déjà ce prix. Tu sais, moi, je m'attends pas à la voir aller en demi-finale, puis ça va dépendre du tableau. Tu sais. Si tu frappes Simona Alep au premier tour, qu'est-ce que tu veux faire? Ça se peut. Remarque, elle l'a déjà battu, Simona Alep, à Roland-Garros, alors peut-être qu'elle serait contente de l'affronter. Mais tu sais, si elle peut avoir un parcours qui peut au moins l'aider, ce sera déjà plus simple. Alors, toi, as-tu répondu à ce tweet-là? Qui veut jouer? As-tu levé la main, mon cher Nico? Non, ben nous, c'est plus sur MSN, là, Eugénie et moi, qu'on... Ça existe ça encore? Je pense pas. Je pense pas. ICQ. Mais pas de farce. Puis aussi, j'étais content de voir que, tu sais, à l'époque où ça allait moins bien pour elle, les gens qui voulaient l'encourager se faisaient dénigrer par les gens qui l'aimaient pas. Mais là, les gens qui font des commentaires négatifs se font ramasser par les gens qui disent « Hey, non, pour une fois que ça va bien, laissez-la aller, tabarouette. » Puis je suis content de voir ça. J'encourage pas la haine là, sur les réseaux sociaux, là, mais je suis content de voir que la sphère publique prend sa défense. Ouais, et pas juste la sphère publique qui prend sa défense. Il y a Kim Clijsters aussi qui dit « Let's go! » Ah, j'avais pas vu ça, c'est chouette. Ouais, Kim Clijsters qui encourage Eugénie. Ben écoute, j'y souhaite un tableau, souhaitons-y un tableau qu'elle puisse faire au moins 1 ou 2 tours. Tu sais, elle joue bien, qu'elle puisse poursuivre sur sa séquence, mais. Même si elle passe pas le premier tour, ça sera déjà ça, tabarouette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi bien sur un cours de tennis. Fait que même si elle part au premier tour, je veux dire, oui, ce serait dommage, là, parce que tant qu'à être là aussi bien performée. Mais je veux dire, juste le fait qu'elle soit là, je pense que ça va la booster en confiance. Et ce sera tant mieux. Là. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Le simple fait qu'elle obtienne se laisser passer, c'est une victoire en soi. Puis, garde, j'y souhaite que ça. Regarde ce sourire. Elle ne peut que bien faire. Parce que Eugénie, pas de farce, on l'a dit souvent. Eugénie en confiance, puis avec le goût de jouer au tennis, pas grand-fille sur la planète qui peut venir à bout. Là. C'est une bonne retourneuse, c'est une fille qui a une bonne défense. Regarde, si ça. Sur à Roland-Garros, elle a connu du succès dans le passé. Eugénie, il faut le dire, puis elle l'a prouvé dans le passé, c'est une fille extrêmement polyvalente sur toutes les surfaces. Là. Puis on l'oublie des fois, mais il ne faut pas la négliger. Sur terre battue, elle a atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2014. Puis c'est pas pour rien. Elle est capable de jouer sur la terre battue. Elle est capable de bien gérer ses balles. Elle qui préconise un jeu d'attaque, un jeu plus rapide, bon, balle dans le rebond, etc. Donc, j'ai de bons espoirs. Là. Évidemment, hâte de voir le tableau. Mais ça augure bien pour Eugénie. Puis j'espère que son match sera télédiffusé là, pour qu'on puisse profiter de ce périple français. Là, Nico, avant qu'on se laisse, j'ai un petit service à te demander parce que toi, je sais que tu es quand même un lève-tôt. Hein? Tu es relativement lève-tôt. Et moi, tu sais que c'est plus l'inverse parce que je travaille, les deux, on travaille dans le monde du sport, mais comme je travaille spécifiquement dans le monde du hockey, je suis appelé à travailler beaucoup de soirs. Alors, je te couche quand je me lève.
Tu veux pas savoir quand je me suis couché hier. Non, mais hier, c'est vrai. Non, mais c'est pas rare que je suis venu travailler minuit et demi, 1h du matin. Que tu comprendras que je me couche pas tout de suite après. Si je viens de finir de travailler, je suis incapable de me coucher avant de finir de travailler. Alors, non, ben souvent j'écoute souvent j'écoute du sport ou j'écoute des séries. Là. J'écoute du sport que j'ai pas le temps d'écouter. Et c'est là où je vais en venir. Si jamais tu écoutes les matchs à Roland-Garros en direct et que moi je les écoute en différé, parce que ça arrive, c'est pas rare pour les tournois en Europe que je les écoute en différé, je vais te demander de ne pas me spoiler le résultat. Ça, il n'y a rien de pire. Des fois, tu sais, hier, il y avait le golf qui jouait, il y avait le tennis, il y avait le football. Puis là, je disais à mes amis, mon téléphone est rangé, serré, j'ai enregistré mes sports. Non, il n'y a rien de pire que ça parce que le sport, ce qui fait son charme, puis qu'est-ce qui fait qu'on aime ça, c'est l'effet de surprise, c'est le direct. Fait que se faire divulgacher des résultats, il n'y a rien de pire. Là. Ouais, exact. Puis j'aime les écouter sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis si j'écoute pas le match au complet, souvent je vais écouter des detail highlights, là, des espèces de packs de highlights de 15-20 minutes. Là. Nico, excellent épisode. Je suis content qu'on ait parlé de la Billie Jean King Cup aussi. Oui. Et très content pour Shapovalov. On parlera plus de Félix et de Milos Raonic. Au prochain podcast. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, tu sais, la terre battue, c'est pas la surface qui avantage nécessairement les plus gros serveurs, mais Milos, historiquement, fait relativement bien à Roland-Garros. Et Félix, c'est sa surface préférée. C'est ça, exact. Il s'entraîne là-dessus, à Monaco notamment. Là, c'est sur cette surface qu'il est le plus à l'aise. Donc, pour lui, ce sera plaisant. Et pour nous aussi. Alors, Nico, la semaine prochaine, on fait nos prédictions. La semaine prochaine, ce vendredi. Ce vendredi, oui, mais pour les gens qui risquent de l'écouter peut-être la semaine prochaine. Mais on va faire nos tableaux en direct. C'est ça qu'on fait? On fait nos tableaux en direct. Nos tableaux en direct. On va expliquer notre raisonnement, puis au fur et à mesure, on va bâtir nos tableaux de prédiction en direct. On va voir la dynamique que ça crée. Si ça crée une dynamique intéressante, ce sera à refaire. Et éventuellement, on va intégrer le monde du public avec nous là, pour ces tableaux-là. On va les inviter à venir compétitionner avec nous, là, puis à faire leur propre tableau. Là. Le podcast est encore à ses débuts. Là, faire des quiz. Hey, mais c'est quoi? C'est ça qu'on s'étire trop. Ça, c'est une conclusion qui s'étire. OK. Mais... OK. C'est beau. C'est beau. Puis c'est tout de ma faute. Là. C'est tout de ma faute. Mais je vais te préparer un quiz surprise éventuellement pour prendre ma revanche de ton quiz surprise. Un spécial Eugénie ou? Non, mais ça pourrait être un spécial Roland-Garros parce que tu m'as fait un spécial un spécial US Open. Un spécial MSN, qui sait? Si un spécial ancienne messagerie du début du siècle. J'invite tous les gens à nous suivre sur tous nos médias sociaux, incluant notre page MySpace. Oui! MySpace. Nos hotmails seront en bas de la page. Nico, merci beaucoup pour cette semaine. Épisode écourté, un petit peu allongé à cause de ma conclusion interminable. Semaine prochaine, prédiction. Merci beaucoup, Nico. Puis on se parle la semaine prochaine. Je te laisse le mot de la fin. Bon tennis tout le monde. Bon tennis, mon Alex. Bye bye, Nico.